Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Ce dernier webinaire, d'un ensemble de 3 consacrés au Lean Management, traite cette fois du Lean Management du côté certification des personnes. Et c'est Madame Séverine Michaud, responsable au sein de l'AFNOR, qui va nous en expliquer les détails. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, chef de projet du programme Entraide. Merci Guy. Bon, bonjour et bienvenue à tous dans le programme Entraide 6 de FQP PACA. Le web d'aujourd'hui rentre dans la catégorie des l'ère du temps et fait partie d'une série de 3 webinaires que la FQP PACA a décidé de consacrer au Lean et sur lequel donc nous avons fait un zoom de trois webinaires. Le premier a eu pour objet l'approche du Lean, qui est une approche d'amélioration très efficace et dont nous avons voulu faire la promotion. Et car aujourd'hui, malheureusement, le Lean ne reste l'apanage que presque exclusivement de grosses structures manufacturières. Le deuxième zoom que nous avons fait sur le Lean, c'est le Lean, outil d'amélioration dans les organisations et pour les process de service. Et on constate que effectivement, peu d'entreprises déploient le Lean sur les process tertiaires, sur les process office, et effectivement que le Lean n'est pas suffisamment diffusé dans les entreprises de services. Le Lean d'aujourd'hui traite de la qualification des responsables Lean dans les organisations. En effet, au-delà de la certification des organisations, il est question ici de la certification des personnes, tant il est vrai qu'une organisation ne peut être plus performante que les hommes qui créent sa valeur ajoutée. L'approche Lean propose, dans le cadre de son déploiement, la formation et la reconnaissance par une certification de ses responsables. Nos intervenants aujourd'hui sont, premièrement, une spécialiste, Séverine Michaud, qui fait partie de AFNOR Certification, dont elle est responsable du pôle certification de personnes. En appui de l'exposé de Mme Michaud, nous aurons le témoignage de Hervé Achard, qui est le référent Lean Management pour le groupe Andros. Il est en charge chez Andros du déploiement du Lean Management, et ceci dans le cadre du programme Excellence opérationnelle. Voilà pour le lancement. Madame Michaud, je vous passe la parole et nous vous écoutons. Merci. Très bien. Bien, écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur ce sujet passionnant, on va dire, donc la certification des chefs de projet Lean. Alors, rapidement, quelques éléments. Donc, je représente AFNOR Certification, donc l'organisme de certification du groupe AFNOR. Et nous avons pour mission donc, de délivrer des certifications de personnes, donc sur la base de compétences qui généralement sont décrites dans des référentiels de compétences. Et l'objectif, c'est d'apporter une reconnaissance à ces personnes. Alors, je vous propose, sans plus attendre, de démarrer cette présentation par une petite définition, en fait, concernant la certification de personnes. Alors, la certification de personnes, l'objectif fondamental, on va dire, c'est de reconnaître les compétences d'un individu pour réaliser une tâche ou une mission. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très précis. Généralement, ça s'adresse à des personnes qui ont déjà un métier, donc une reconnaissance, et qui vont développer des compétences particulières pour réaliser une tâche ou une mission. Et on est vraiment sur ce créneau-là. Ensuite, la certification de personne, ça sert à apporter une valeur, donner confiance au public sur les compétences de l'individu. Donc, c'est
vis-à-vis de l'extérieur, donc apporter donc une reconnaissance. Et puis, le fait que ce soit délivré par un organisme de certification, donc, eh bien, c'est une confiance qui est accordée sur la base d'une évaluation tierce partie, c'est-à-dire que c'est un organisme tiers qui évalue. Alors, l'organisme tiers, c'est complètement indépendant de l'organisme de formation qui aura participé, par exemple, en amont à la montée en compétences. Que ce soit donc une formation interne délivrée au sein d'une entreprise ou une formation délivrée par un organisme de formation. Et la particularité donc, de la certification personne, eh bien, c'est qu'on n'est pas sur un diplôme, on est sur quelque chose qui doit, comme toute certification, renouveler dans le temps. Donc, on a donc cette reconfirmation du maintien de la compétence, en l'occurrence, là, pour le Lean, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est tous les 3 ans. Voilà. Alors, maintenant qu'on a posé le cadre, quelques informations pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une certification délivrée par un organisme de certification comme le nôtre. Eh bien, en fait, il faut savoir qu'il y a une norme internationale qui explique le sujet très bien. Et donc, il y a des socles très importants que je souhaitais partager avec vous parce que, bon, voilà, c'est aussi de la valeur. En fait, dans cette norme internationale, on parle d'équité, d'impartialité. Donc ça, c'est des grands principes qui nous animent. On parle bien sûr de confidentialité, de compétences du personnel qui intervient dans le processus de certification. Et en l'occurrence, là, ça met en avant donc, tout le personnel qui va, par exemple, concevoir les évaluations, le personnel qui va réaliser les évaluations, en tout cas les oraux en l'occurrence, et puis le personnel donc interne à Fnor Certification qui gère ces certifications. Au niveau de tout ce processus, eh bien entendu, il faut un minimum de sécurité, donc sécurité des données, sécurité du matériel d'information, du matériel d'évaluation. Voilà, donc ça, c'est aussi des grands principes qui sont très importants. Et pour tout dispositif de certification, eh bien, vous allez retrouver toujours ce cadre qui permet donc, de délivrer des certifications en toute impartialité et en toute équité. C'est toujours un périmètre, des compétences identifiées, des méthodes d'évaluation à chaque étape qui sont décrites dans des modalités de certification et qui sont accessibles du public sur notre site Internet. Et bien sûr, donc, un processus de certification sécurisé et fiable. Voilà. Alors, pour tous ces aspects, eh bien, généralement, on est régulièrement contrôlé, audité par un organisme qui s'appelle EcoFrac. Tous nos schémas d'accréditation, nos dispositifs de certification ne sont pas vus dans des schémas d'accréditation, mais en tout cas, voilà, c'est un socle commun qui nous permet de délivrer des certifications. Alors, pour bien comprendre la différence, parce que c'est vrai que le public est souvent habitué à entendre parler de la certification plutôt d'entreprise ou de système de management, je vous ai fait un petit parallèle. Donc, en fait, en certification d'entreprise, qui s'engage dans la démarche de certification, c'est le dirigeant. Et alors qu'en certification de personne, c'est vraiment la personne. Pourquoi une certification? Généralement, une entreprise qui demande une certification d'entreprise, c'est pour afficher une performance, pour répondre à une demande du marché, c'est dans le cadre d'un projet d'entreprise. Alors que quand on est sur une certification de personne, eh bien là, on a vraiment un besoin très particulier de faire valoir des compétences. Donc, ça peut être l'individu de lui-même qui demande la certification, mais aussi ça peut s'intégrer dans un projet d'entreprise. Alors, là, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que par exemple, quand on a une nouvelle activité, eh bien, une certification de compétences de personne peut permettre de démontrer donc la compétence de la personne.
c'est aussi l'idée de valoriser un parcours ou même dans le cadre d'une reconversion. Et parfois, vous avez dans la réglementation, en fait, la certification de personne est requise. Je vous donne un exemple. Par exemple, le DPO, le délégué à la protection des données personnelles, eh bien, la certification de personne est inscrite dans une délibération publiée par la CNIL. Et de même, la certification des diagnostiqueurs immobiliers donc, est inscrite dans des arrêtés. On vient de parler là, très récemment là, du nouveau DPE applicable au 1er juillet là, 2021. Eh bien, ça, c'est une certification réglementaire. Donc, il faut être certifié pour pouvoir exercer. Alors, l'évaluation, elle porte sur quoi? Alors, en entreprise, c'est les engagements de la direction, c'est l'organisation, c'est la conformité du produit, du service, enfin, tout dépend de ce que vous souhaitez faire certifier. Alors que quand on est sur une certification de personne, eh bien, c'est les compétences de la personne. Donc là, on va travailler sur un référentiel de compétences qui va mettre en avant donc, des connaissances, un savoir-faire et un savoir-être. Voilà, alors ça, c'était pour vous fixer un petit peu le cadre, pour que vous compreniez bien la différence entre certification d'entreprise et certification de personne. Généralement, quand on se lance dans un projet comme celui-ci, eh bien, c'est que derrière, il y a une idée de valorisation. Alors là, en l'occurrence, on a de plus en plus d'entreprises qui pour valoriser donc, leurs équipes, se lancent dans ce type de démarche. Alors, la première chose, c'est que déjà, en passant par une certification de personne délivrée par un organisme de certification, eh bien, vous avez une évaluation équitable du personnel. Vous avez un niveau de compétence homogène et vous vous assurez, du fait de cette récurrence, du maintien des compétences dans le temps. Et bien sûr, c'est l'occasion d'offrir une reconnaissance à ses collaborateurs. Alors maintenant, passons proprement dit donc, à la certification Lean Six Sigma. Donc là, je vous ai mis dans ce slide donc, les prérequis. Parce qu'effectivement, pour présenter, pour faire une demande de certification de personne, eh bien, il va falloir s'assurer qu'on répond à un certain nombre de prérequis. La première chose, ce que vous voyez, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau green et puis un niveau black. Alors, tous ces exigences, en tout cas, sont définies dans une norme qui définit donc les exigences de compétences, donc en quelque sorte un référentiel de compétences, et vous allez avoir les niveaux qui sont définis. Donc là, cette norme, bon, elle a un petit nom, elle s'appelle INEFIX 06091 et donc on a en amont dans les prérequis pour se présenter à la certification le besoin d'avoir donc une formation suivant cette norme. Enfin, une expérience professionnelle est requise plutôt pour le niveau Black Belt, alors qu'elle ne l'est pas forcément pour le Green Belt. Ça veut dire que quelqu'un qui voudrait se lancer directement, je pense notamment à des jeunes qui sont en école d'ingénieur et qui sont dans leur dernière année en entreprise, peuvent prétendre à cette certification, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur projet d'entreprise sur un projet Lean et donc du coup, ils vont pouvoir accéder à la certification. Il faut avoir une expérience en matière de projet Lean. Hein. Et là, en fait, deux niveaux. Donc, le Green, il faut avoir conduit en tant qu'animateur au moins un atelier simple. Alors, l'atelier simple, il est défini dans la norme. Et quand vous êtes faites une demande en Black Belt, il faut avoir dirigé en tant qu'animateur au moins 2 ateliers complexes. Voilà. Donc, en fait, la différence entre le Green et le Black, elle est sur la difficulté, en tout cas, ou l'ampleur plutôt du projet.
Et nous avons besoin d'avoir une appréciation du commanditaire ou du sponsor. En fait, ça permet d'avoir une vision sur le projet qui a été mené. Une fois que ces prérequis sont validés de notre côté, eh bien, on va pouvoir enclencher les évaluations qui sont prévues dans ce dispositif de certification. La première évaluation, elle est sous la forme d'un QCM. Donc, ça dure 1 heure, c'est 50 questions. Et donc, vous avez un équilibre entre des questions qui portent sur la bonne appropriation des principes généraux et des outils utilisés, qui généralement sont revus dans la formation qui est faite en amont. Et 30% des questions qui portent sur de la mise en application. Et là, on est sur un cas pratique avec 15 questions précisément qui portent sur ce cas pratique. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une évaluation pour s'assurer de la bonne compréhension des outils. Et donc, pour valider cette première partie de l'évaluation, eh bien, il faut obtenir 70% de bonnes réponses. Et à l'issue de cette étape, eh bien, le candidat est précertifié. On parle de précertification. Alors, pourquoi on parle de précertification? Eh bien, parce que, en fait, la deuxième partie de l'évaluation, c'est la présentation d'un projet simple ou d'un projet complexe, suivant où on se situe, en green ou en black. Et là, en l'occurrence, eh bien, il faut un certain temps pour mener ce type de projet. Donc, la personne, elle a 1 an à l'issue de la réussite au QCM pour présenter ce projet. Alors, si on est sur une demande de certification Green Belt, ce sera un projet simple conduit au cours des 12 derniers mois. Et si on est sur une demande de certification Black Belt, on sera sur un projet complexe dirigé au cours des 12 derniers mois, suivant la réussite au QCM. Voilà. Donc là, ensuite, on a besoin de ce projet, de l'évaluation du commanditaire par rapport à ce projet. 2 points importants qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on va vous demander de prendre en compte 2 choses dans votre présentation. La dimension ligne responsable, c'est la conjugaison entre la performance et le bien-être au travail, et la méthode des MAIC. Donc, ces 2 éléments vont faire partie des critères de notation. Et ensuite, une fois que vous avez préparer vos éléments, eh bien, il y a une prise de rendez-vous qui s'opère entre l'évaluateur et le candidat. Et le candidat va présenter le projet pendant 1 heure face à un examinateur, un évaluateur, qui va revenir, qui aura eu le projet en amont et qui ensuite va revenir sur certains points pour approfondir. Là, le critère, pour obtenir cette deuxième partie de l'évaluation, c'est 70%, un résultat d'évaluation au-dessus de 70%. Et c'est l'ensemble des 2 évaluations, QCM plus l'oral, qui va permettre de prendre la décision de certification. Cette fois-ci, on n'est plus sur une pré-certification, mais sur une certification qui, au total, va être délivrée pour 3 ans. Voilà. Donc, voici les critères d'évaluation. Alors, comme je l'expliquais, on a un certain nombre un processus qui est clairement défini. Donc, en fait, sur votre site Internet, là, je vous ai mis deux exemples de pages site Internet, donc le green et le black. Vous avez ici tous les éléments pour vous inscrire en ligne. Donc, le dépôt se fait exclusivement en ligne et puis vous choisissez la date d'examen qui vous convient ou alors vous passez par notre service pour voir quelle est la session d'examen qui pourrait être la plus adéquate pour vous. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez passé cette étape,
eh bien, et que vous êtes certifié, eh bien, il y a l'étape de renouvellement. Alors, pour information, je vous ai mis quand même les critères de renouvellement. Les critères portent uniquement sur le fait d'avoir continué à mener des projets. Donc là, on est sur le Green Belt, au moins 2 nouveaux projets, soit en les dirigeant en tant que Green Belt ou soit en participant à des projets complexes sous la direction d'un Black Belt. Et en Black Belt, c'est plutôt 2 nouveaux projets en les dirigeant en tant que Black Belt ou en participant à des projets complexes ou à direction d'un Black Belt. Ensuite, il faut envoyer toujours la même chose, donc le rapport et sa synthèse pour analyse par un examinateur expert en ligne et l'appréciation du candidat. Et on repart donc sur une évaluation à l'oral et non plus sur un QCM. On est vraiment sur un échange avec l'évaluateur sur le projet en question. Voilà. Alors, donc du coup, moi je suis arrivée au bout de cette présentation. Je vais passer donc la parole alors à Monsieur Achard, qui donc est référent Lean Management pour le groupe Andros et qui est en charge du cadrage et du déploiement du Lean Management chez Andros. Donc, en fait, Monsieur Achard, bienvenue. Bonjour, oui, bonjour à tous. Alors, petite question pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé Andros donc, à faire certifier ces équipes? Alors, tout simplement parce que Andros a démarré une démarche Lean il y a déjà 5 ans environ, qui jusqu'à présent n'était pas très coordonnée et qui n'a pas été tellement suivie, donc qui avait du mal, qui était vacillante en fait dans son démarrage. Et donc nous avons engagé plusieurs démarches pour consolider ce fonctionnement. Et la certification Green Belt, Lean Green Belt pour commencer, nous a paru nécessaire pour compléter les actions que nous avions vis-à-vis le corps de management de l'entreprise. Pour l'expliquer un petit peu, je vais introduire peut-être d'abord le groupe Andros, donner quelques chiffres clés. Andros, vous connaissez, je pense, au moins de nom en tant que consommateur fidèle de nos produits. Andros, c'est 10 000 personnes dans le monde avec 40 implantations au niveau mondial. Et c'est une entreprise française à l'origine. Donc, sur la France, il y a une quinzaine de sites de production. Le siège est dans le Lot, le siège social est dans le Lot. Et nous avons, puisque nous sommes rayonnants sur la région PACA aujourd'hui, je crois, une usine importante à Valence qui réalise toutes nos productions de jus de fruits. Andros a 2 grosses activités majeures. La transformation du fruit, c'est le métier historique, compote, confiture et jus de fruits. Et un peu plus récemment, il y a une vingtaine d'années, une activité dans ce qu'on appelle l'ultra frais, c'est la marque Maminova, donc des produits à base de lait qui sont plutôt dans le nord de la France, des yaourts ou des desserts. Et puis des activités annexes, c'est le 3e volet, comme des desserts surgelés, des tisanes ou autres, et de la transformation du fruit qui est en amont de nos usines de fruits. Voilà, donc l'ADN de l'entreprise est plutôt, à partir de son origine familiale, de grossir par acquisition, c'est souvent comme ça que ça se fait, et l'entreprise n'est pas très centralisatrice puisque la culture est plutôt de laisser l'autonomie aux entreprises qui rejoignent le groupe. Et une démarche Lean est un petit peu plus difficile à lancer dans ce cadre, puisque évidemment l'intérêt du Lean, c'est de standardiser les fonctionnements pour que tout le monde monte au même niveau de performance avec des outils communs et partagés. Et quand on laisse de l'autonomie culturelle à des entités filiales indépendantes, eh bien évidemment, c'est plus difficile de leur faire partager des démarches comme ça, puisqu'il faut travailler énormément l'adhésion. Alors, l'adhésion des acteurs dans une démarche Lean, c'est un prérequis, hein, c'est quelque chose qui est évidemment très fondamental, mais c'est renforcé chez nous par cette culture qui n'est pas une culture très centralisatrice, qui apporte beaucoup d'avantages, en particulier la dimension humaine dans l'entreprise, qui est aussi un élément structurant d'une démarche Lean, mais nous ne sommes pas très autoritaires dans notre mode de fonctionnement. Donc nous sommes contraints, et c'est une bonne chose de travailler énormément l'acceptation, l'adhésion.
Et j'introduis ça parce que la démarche de certification Green Belt, Lean Green Belt, fait partie de cette démarche d'adhésion. Donc, on a choisi une certification de personnes, mais sur l'initiative de l'entreprise. Et nous proposons évidemment aux gens qui sont naturellement porteurs de la démarche Lean d'être volontaires pour rejoindre ce processus de certification. Voilà, on peut passer au diapo suivant, parce que je commençais à expliquer des choses. Voilà. Oui, la condition de succès, c'est vraiment l'acculturation. Et le programme Green Belt en général, avec la certification, vise, et ça reformule un peu les objectifs que Mme Michaud exposait tout à l'heure, verrouiller l'acquisition de compétences pour les populations opérationnelles les plus impliquées, qui sont ce qu'on appelle nous les ingénieurs, hein, dans les métiers production, méthode, qualité, flux, amélioration continue, soit des fonctions directement opérationnelles de création de valeur, c'est le cas des gens de production, soit des fonctions support, en particulier, puisque vous avez eu des échanges déjà sur ce qu'on appelle le Lean Office, en particulier dans les services. Donc, nous travaillons aussi au déploiement des démarches Lean dans les activités plutôt tertiaires. Deuxième but de la certification, c'est par là même un peu de tisser notre toile et de faire tomber dans notre filet les managers sponsors, parce que tout projet demande un sponsor. Les managers ne connaissent pas forcément le Lean, et c'est l'occasion de les former, de les sensibiliser, de leur expliquer par un contact personnalisé quel est leur rôle en tant que manager d'un projet Greenbelt. Parce que on ne peut pas laisser des candidats sur des projets Greenbelt seuls dans la nature, il faut les accompagner, et leur manager direct a ce rôle-là, évidemment, fondamental. Et le troisième point, ça a été souligné aussi, c'est d'offrir un peu en remerciement aux candidats une reconnaissance extérieure qui est visible, puisqu'un certificat, ça figure sur un CV et ça peut être reconnu, pourquoi pas dans une recherche d'emploi. En tout cas, ça valide sur le marché du travail une acquisition de compétences. Et c'est un peu une contrepartie de leur engagement, l'engagement du temps qu'ils y consacrent, l'engagement dans l'acceptation de revenir un peu à l'école parce qu'il faut préparer une soutenance, présenter un projet, etc. Donc pour certains, les jeunes diplômés, c'est encore récent dans leur tête, dans leurs habitudes, mais ceux qui sont plus anciens, c'est moins facile. Et puis le dernier point qui est plus administratif, c'est qu'on demande aux gens de participer au financement de la formation et de la certification avec leur CPF. Donc, en remerciement de tout ça, on leur offre cette reconnaissance de la certification donnée en externe. Voilà. D'ailleurs, au sein d'Andros, il y a une particularité. Vous êtes allé plus loin justement dans cette reconnaissance pour un petit peu les mettre sous le feu de la rampe. Oui, alors c'est ce que je mets dans la diapo suivante. On a doublé effectivement la certification AFNOR par un jury interne qui rassemble des membres de la direction générale. Et donc, le candidat, après avoir présenté sa soutenance au certificateur de l'AFNOR, présente sa même soutenance à un jury interne qui donne lieu à un petit diplôme que nous avons fabriqué maison, hein, dont vous voyez un exemple, mais qui est l'occasion de solenniser en fait sa certification. Parce que je trouvais, moi, évidemment, je trouvais dommage qu'on ne puisse pas donner plus de visibilité en interne dans l'entreprise, au processus, au protocole de l'AFNOR, qui est en tête-à-tête. Donc, forcément, c'est un peu discret. Et on a besoin de donner une visibilité, faire un peu roulement de tambour, quoi, pour dire à la fois au candidat, écoutez, c'est reconnu dans l'entreprise, même s'il n'y a pas plus de reconnaissance que cette reconnaissance morale, symbolique. Et surtout, ça c'est très important, donner l'occasion à des top managers de découvrir ce processus. Ils sont en général plutôt flattés d'être invités dans un jury, valorisés, puisque le directeur général, on les fait tourner, hein, mais les présidents de jury officiels, c'est lui qui signe le certificat. Enfin voilà, on met tout un peu de solennité autour de ça pour montrer que c'est important, que ça n'est pas quelque chose qu'on traite ça de la machine à café comme ça. En passant l'air de rien, c'est important. Il y a donc nous en sommes à peu près 25 personnes. On a formé 3 groupes déjà et on est en train d'en préparer un 4e à l'automne prochain. On a eu des échecs. Un candidat a échoué à sa certification et on a décidé avec lui qu'il ne représenterait pas puisque en fait, il n'était pas au niveau de la certification Green Belt. On avait probablement fait une erreur en lui proposant d'y aller. 2 autres représenteront parce que leur niveau de certification n'était pas tout à fait au niveau attendu en termes d'exigence.
Et donc, ils reprépare un autre projet, puisque c'est leur premier projet qui n'avait pas été validé. Ils ont tous réussi leur examen de fin de formation du QCM, parce que c'était la clé d'entrée pour présenter un projet. Mais donc, on maintient aussi un niveau d'exigence qui montre que ça n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut travailler et ce n'est pas acquis d'avance. On va voir la diapo suivante. Voilà, pour donner quelques exemples, 2 exemples sur la vingtaine de projets qui sont en cours. Dans une usine de produits laitiers, une personne donc, qui a un rôle de manager de l'amélioration continue, mais qui est jeune diplômé, donc on voulait compléter l'acquisition de compétences qu'elle a pu avoir à l'école et qu'elle apprend dans la pratique par cette certification. Elle a travaillé sur un secteur qu'on appelle le panachage. Panachage, c'est panacher des produits sur une palette. Pour certains clients, vous connaissez peut-être Lidl, par exemple. Lidl met à disposition des palettes avec un mélange de parfums sur les yaourts. Eh bien, ça nous oblige, nous, à faire un retraitement manuel de la palettisation, puisque nos lignes, évidemment, travaillent sur des séries communes. Donc, on ne sait pas avoir une ligne de production qui panache depuis le début. Donc, c'est une activité qui emploie beaucoup de main-d'œuvre et on avait une grande difficulté de performance, de respect des budgets de main-d'œuvre directe et de stabilité de l'activité. Donc, la candidate a travaillé sur la standardification, la planification de main-d'œuvre, l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail qui était plus que inquiétante, enfin en tout cas insatisfaisante, la standardisation pour habituer les gens à être dans la sérénité de l'enchaînement des tâches, ce que peut apporter évidemment le Lean, et puis un gain annuel qui a été de 60 000 €, qui est donc une élimination d'écart budgétaire et qui est stabilisé puisque ce chantier a embarqué l'encadrement de proximité qui garantira derrière des audits de standards et que cette performance tienne dans le temps. Un autre exemple qui n'a rien à voir, donc dans une usine de fruits, c'est un travail qui était plutôt lean office comme type d'activité, donc la personne s'est penchée sur le laboratoire. Elle a beaucoup travaillé sur la stabilisation des processus de travail, faire en sorte, parce qu'il y avait beaucoup de flottements, beaucoup de changements, des nouveaux venus, des départs, un changement de manager. Et le service se plaignait d'un manque de motivation et puis beaucoup de perturbations. Donc, la candidate Greenbelt a travaillé sur les processus de travail, standardiser les processus, équilibrer les tâches, parce qu'il y avait certaines jalousies de fait que des personnes étaient un peu surchargées, d'autres en sous-charge. Donc, équilibrer tout ça. Et puis, construire des rituels de communication dans le service pour habituer le management et les équipes à avoir des points de contact quotidiens sur l'activité, les indicateurs et les améliorations nécessaires au jour le jour. Voilà, donc 2 exemples. Le dernier n'était pas valorisé en gains financiers. On essaye en général de demander à nos candidats Greenbelt de rapporter à l'entreprise au moins 30 000 €. C'est un peu la clé d'entrée. Mais les projets ne le permettent pas tous, notamment dans le Lean Office, bien sûr, où c'est plus difficile de valoriser. Donc, on permet aussi que des projets ne soient moins directement liés à de la performance économique, mais ils sont liés à de la performance humaine dans ces cas-là, c'est-à-dire motivation, communication, équilibrage de tâches, stabilité, sérénité dans le travail. Voilà, pour vous donner 2 exemples assez différents sur la vingtaine de projets qui sont en cours. Je ne vous l'ai pas dit, donc entre 8 et 10 personnes ont déjà soutenu leur projet et les autres personnes sont en train de le préparer dans les semaines qui viennent. Alors, j'ai noté pour les personnes qui sont avec nous, en fait, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de cette notion de ligne responsable. En fait, il faut aussi arriver à retraduire ces éléments dans les projets. Donc là, sur le premier projet, on parlait d'ergonomie, de sérénité. Donc, en fait, c'est ce qui est attendu également dans la soutenance. Voilà. C'était juste pour rebondir sur oui, tout à fait. Donc, la formation, pour vous donner un exemple là-dessus, la formation qui est donnée dans le cadre du projet Lean Greenbelt ne présente pas, par exemple, de démarche ergonomique assez poussée. Il se trouve que dans l'entreprise, nous avons des ergonomes et donc il y a eu des cas où dans le chantier, le ou la candidate à la certification a été encouragée pour appliquer des méthodes d'ergonomie. Et donc, c'était un plus par rapport au minimum requis, en fait, en termes d'outils. Et je me souviens que cette personne, c'est l'exemple que je vous ai mis là, l'évaluateur a été assez impressionné, disons agréablement surpris et favorablement impressionné sur le fait qu'il y avait vraiment de l'intégration d'une démarche ergonomie
avec l'analyse Roula, enfin, pour ceux qui connaissent l'outil, qui est de la mesure des conforts d'articulation et des risques qu'on prend en termes de TMS. Donc, on essaye toujours d'impliquer dans nos démarches de performance un volet plutôt humain et en particulier par l'ergonomie, parce qu'il y a évidemment beaucoup de travail pour améliorer l'ergonomie des postes, en particulier en usine. Très bien. Merci, Monsieur Achard, pour ce témoignage. C'est vrai que c'est très concret et pour nous, c'est très riche d'avoir votre retour d'expérience. Peut-être quelques questions maintenant? Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur le renouvellement black entre le black et le green. En fait, ça va être le projet qui va être présenté qui va faire la différence entre les deux. Donc, on est sur les mêmes modalités de renouvellement, c'est-à-dire qu'il faut présenter un projet et le soutenir, mais la différence, ce sera le type de projet. C'est-à-dire que si on est green, ce sera un projet qui correspond aux modalités green, et si on est sur un renouvellement black belt, eh bien, on sera sur un projet qui correspond au périmètre du black belt. Merci. Alors, pour les autres questions que j'ai déjà pu glaner, il y en avait plusieurs, mais je vais commencer par quelques-unes qui m'étaient venues à l'esprit. Est-ce que M. Achard peut nous faire une distinction entre des projets simples et des projets complexes? Est-ce qu'il a des cas de figure qui permettraient d'illustrer cette différence? C'est une question un peu délicate. Alors, pour vous raconter l'origine de la certification qui remonte à 2019 maintenant, les premiers projets qui ont été proposés, on vise toujours un équilibre un peu difficile à atteindre, qui est qu'il ne faut pas que la certification demande du travail en plus aux candidats. Et les gens, évidemment, sont débordés, comme tout le monde, comme partout. Donc, des ingénieurs en production, par exemple, qui sont déjà à surveiller les machines, à aider les opérateurs à résoudre les problèmes, à travailler sur le volet méthode de production, sont très, très occupés. Donc, la consigne a été demandée de proposer à eux et à leurs managers de proposer des projets qui fassent déjà partie de leur travail courant. Et on va leur dire, la certification va vous permettre de mieux gérer vos projets, mais ce sont déjà des projets dans lesquels vous êtes impliqués. On rajoute juste la dimension conduite de groupe, puisque l'objet de la certification et de la soutenance, c'est de faire la preuve qu'ils sont capables de piloter un groupe vers une atteinte de performance en appliquant des outils. Donc, la dimension gestion du changement et conduite du groupe est importante. Et là, pour le coup, ça oblige la plupart des candidats à se remettre en question sur leur leadership, en fait. Et on met en place la structure du travail en groupe, ce qu'on appelle un chantier, une période bloquée. Enfin, il y a un protocole, le processus d'EMAIC qui leur est enseigné dans la formation, qui les aide pour ça. Et donc, on essaye toujours de prendre des projets qui fassent partie de leur quotidien, pour pas que ça leur rajoute du travail en plus, parce que ça, c'est quasiment voué à l'échec. Si on leur dit, vous aurez à faire un projet qui vous est balancé de l'extérieur et qui va vous demander de dégager du temps en plus de votre travail quotidien, là, pour le coup, c'est quasiment certain que ça n'ira pas au bout. Et on s'est trouvé, du coup, avec des projets en réalisant au moment de la soutenance ou en aidant le candidat à se préparer, à répéter. On fait comme tout le monde, des soutenances à blanc, etc. On relit leur rapport avant. Et on s'est aperçu qu'il y avait des projets un peu surdimensionnés pour un niveau green belt. Et ça s'est vu très vite parce que le rapport était difficile, la personne n'était pas à l'aise, il y avait des dimensions qu'elle ne maîtrisait pas, etc. Donc, on éduque en fait nos sponsors et nos managers sur le choix des projets. Ça se fait avec le temps. Et donc, ça rejoint votre question. Il n'y a pas de critères très précis entre un projet simple et un projet complexe. Il y a quelques clés de lecture. Par exemple, le niveau de décision appartient-il au top management de l'usine ou est-il plutôt délégué à un niveau plus opérationnel de terrain? Ça, c'est un critère qui peut permettre de dire, oui, si la décision appartient forcément au comité de direction, c'est que c'est un projet complexe. En revanche, si un chef d'équipe, un chef d'atelier a la main sur des solutions, peut choisir lui-même, peut prendre des décisions, on est plutôt sur un projet simple. Un autre critère peut être le besoin d'investissement ou l'impact sur les investissements de l'entreprise en termes de machines. Si on dit, le levier de performance pour résoudre ces problèmes, c'est un changement de génération d'équipements de production, il y en a pour 3 ou 4 millions, c'est sûr que ce n'est pas un projet simple, c'est un projet complexe, ne serait-ce que par le processus de décision qu'il va mettre en
D'autres sujets, par exemple, si on a des sujets comme ça au niveau green qui sont un peu limites, qui sont un peu compliqués, c'est de refondre les modalités de suivi des projets d'une usine ou d'une organisation, etc. Donc voilà, alors on est très attentif à ça et on progresse avec notre corpus de managers et corpus de candidats, et puis les relais Lean, puisque moi, mon travail consiste à implanter des relais Lean dans la plupart des usines et de les former, de les coacher, de les accompagner. Donc c'est avec cette communauté de référents Lean qu'on étudie bien ça et on progresse de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, on va barrer des projets dès le début en disant non, il est trop compliqué. Choisissez autre chose parce qu'à niveau green, pour un green, c'est surdimensionné et il va au casse-pipe, ou elle va au casse-pipe. Si vous me passez cette expression un peu familière, parce que c'est un niveau black belt, en fait. Alors, et ça rejoint une autre question, c'est que le niveau black, pour l'instant, nous n'avons pas choisi d'y aller. C'est une question de maturité. Nous travaillons pour étoffer, mailler suffisamment le territoire des usines et des services centraux, puisque les fonctions du siège sont concernées aussi par des référents, et on vise pour eux le niveau green. Pour atteindre le black, Madame Michaud l'a rappelé tout à l'heure, il faut avoir mangé du green, comme je leur dis. C'est-à-dire qu'il faut en avoir fait plusieurs. Et l'AFNOR exige 2 ou la certification en exige 2. Moi, je pousse pour qu'il y en ait 3, 4, 5. Bon, donc, se présenter au niveau black belt, ça demande au moins 2 ou 3 ans et d'un travail soutenu de suivi de projet. C'est une des difficultés sur la démarche. C'est aussi de garantir qu'une fois que le candidat a eu sa certification Green Belt, qu'il ne se repose pas sur ses lauriers. Ils disent, ça y est, j'ai coché la case, et puis c'est bon, je suis tranquille maintenant pendant 3 ans. Non, on dit, maintenant, Coco, tu as une compétence, il faut l'utiliser. Donc, on va attendre de toi que tu sois porteur de nouveaux projets et que tu entretiennes la flamme que la certification a juste confirmée. Mais ça ne suffit pas d'avoir fait un projet. Donc, et du coup, on préparera des black belts petit à petit. Mais les blacks, on n'en voudra pas beaucoup. Je pense qu'il nous en faut un pour les grosses usines. En France, on a 3 grosses usines, Valence, Biars, qui est le siège, à côté du siège, et puis une autre dans les produits frais à Boulogne-sur-Mer. Ce sont des usines, en gros, quand une grosse usine chez nous, c'est au-dessus de 250-300 personnes et au-dessus de 100-150 000 tonnes de produits à l'année. Les autres usines sont de taille plus modeste et dans les usines plus petites, un niveau green peut suffire. Le black est réservé aux référents lignes des grosses usines et puis aux référents lignes qui sont plus dans des rôles de coordination sur des business units ou des fonctions centrales. Donc, en gros, pour vous dire, on vise du coup une quinzaine de référents lignes dans les usines qui, eux, seront tous Green Belt. Le corpus des ingénieurs qui doivent tous passer Green Belt, alors là, il y a un volume qui peut être de plusieurs dizaines, voire une centaine à terme. Les blacks, en revanche, j'imagine qu'on en aura 5-6, en France en tout cas, maximum. Ça suffira. Mais ça rejoint un petit peu ce que j'observe avec le nombre de certifiés. On a environ entre 70 et 80 Green Belt et puis le reste, vous voyez, entre 20 et 30% de Black Belt. Oui, c'est ça. Alors, quand on est dans les pourcentages, pardon. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, j'ai aperçu une question. J'avais une question sur j'avais une question sur le taux de réussite tant qu'on est dans les pourcentages. Le taux de réussite, Madame Michaud, aux évaluations, et Monsieur Achard, le taux de réussite, des évalués qui sont primés chez vous, si on pouvait avoir les 2 niveaux. Alors, en certification, on est sur un 80% de réussite. Voilà, tout compris, donc ce qui est un très beau score. Bon, généralement, les gens viennent quand même assez préparés. Et puis après, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Monsieur Achard, il peut y avoir des personnes qui ne soient pas à niveau ou c'était peut-être un peu surdimensionné, donc ça arrive. Voilà, l'objectif, c'est que la personne se sente bien par rapport à ces éléments-là et parfois, effectivement, on a des échecs. Après, vous savez, ça reste un examen. Il y a des choses qui peuvent intervenir comme le stress, qu'on n'est pas en forme ce jour-là, donc on peut échouer au QCM. Ça reste possible et
on repasse le QCM et puis tout se passe bien. Voilà. Et après, il ne faut quand même pas oublier qu'on a 1 an pour se préparer donc en entreprise et préparer donc ces ateliers qui soient soit en tant que participant à un atelier complexe. Dans des ateliers complexes, vous avez souvent des sous-ateliers et donc ça peut être un green qui prépare un sous-atelier ou alors qui dirige carrément un atelier simple. Voilà. Donc en fait, il y a 1 an pour monter en maturité sur le sujet. D'accord. Alors, je me présente à l'évaluation et je fais face en fait à un échec. Qu'est-ce qui se passe? Je me représente 2 jours plus tard ou il y a des contraintes Alors, on l'a un petit peu évoqué au travers du témoignage de Monsieur Achard. En fait, si vous avez donc un échec au QCM, c'est assez facile. Bon, ben voilà, c'est peut-être que quelques notions. Et il y a quand même 70% du QCM qui porte quand même sur la technique, sur des notions importantes. Donc peut-être que là, il y avait des choses qui n'étaient pas totalement acquises. Et puis, il y a 30% du QCM qui sont sur la retraduction sur le terrain au travers d'un cas pratique, en tout cas, terrain sur papier en tout cas. Donc du coup, voilà, peut-être que là, il y avait des choses à approfondir ou mal comprises. Donc, il suffit de retravailler ce qu'on a vu en formation. Et là, généralement, au deuxième passage, les gens réussissent. Et puis, pour ce qui est de la soutenance, s'il y a un échec à la soutenance, ben, c'est souvent parce que c'est le projet qui ne répond pas forcément à nos attentes. Là, j'ai donné 2 indications pour le projet. Mais il faut savoir aussi que sur notre site, on a une petite fiche qui présente les attendus, c'est-à-dire qu'on a un formalisme pour cadrer un petit peu les choses. Et voilà. Mais généralement, c'est le fond du sujet. Hein. Ce n'est pas le formalisme qui va faire que la personne n'aura pas son examen. Hein. C'est le fond du sujet. Et là, auquel cas, la personne, elle peut représenter un projet et ça va prendre un petit peu de temps, effectivement. Donc, il faudra un nouveau projet. Alors, oui, parce qu'il faut refonder un nouveau projet. Oui. Chez nous, c'est clair qu'on ne vise pas d'échec. C'est-à-dire que tout le monde doit réussir. C'est un processus de confirmation d'acquisition de compétences. Donc, ce n'est pas un examen où on l'a ou on ne l'a pas. On se présente. Si on n'est pas au niveau, normalement, alors, sauf quelques cas exceptionnels, et effectivement, je vous en évoquais un qui est un cas particulier, mais normalement, les gens font un autre projet, revoient leur projet, on les aide, on les accompagne pour qu'ils représentent une soutenance. Donc, on a eu le cas 2 fois, pour être plus précis. Un candidat que j'évoquais qui en fait, a vraiment échoué. Il a aussi échoué au jury interne. Et en fait, on l'avait décelé avant. Donc, on lui avait dit, écoute, on pense que tu n'es pas au niveau. On s'est trompé, on n'aurait pas dû te proposer ça. Mais si tu veux quand même aller au bout et te présenter malgré tout, tu peux le faire. Et ça serait courageux de ta part, donc on acceptera, on ira au bout. Et donc, il a accepté d'aller au bout, ce qui était effectivement courageux de sa part. Après, on est sur un cas particulier en termes de personnalité. Un garçon très introverti, pas du tout de leadership. Enfin, en tout cas, il a beaucoup de mal à le mettre en avant. Et il est plutôt dans des fonctions plus techniques de mise en forme, de manipulation de données ou des choses comme ça, mais il est pas suffisamment à l'aise sur la partie leadership, conduite de groupe, gestion du changement. Et ça fait partie des compétences attendues dans le référentiel de compétences, oui. Un autre cas, c'est un échec à la soutenance parce que c'est une erreur de choix de sujet. C'est quelqu'un qui a choisi comme sujet l'organisation de son propre service dont il est le manager, et c'est très difficile d'être jugé parti. Et il a fait un projet qui était bien, mais il n'avait pas besoin de la certification pour ça. En fait, c'était un projet d'amélioration de l'organisation de son service. Il aurait très bien pu la faire sans ça. Donc, la certification et le bagage de compétences en ligne ne lui a rien apporté pour le projet. Et puis, du coup, c'était un peu plat. On disait, OK, tout ça pour ça, finalement, tu n'aurais pas eu besoin. Donc, il est reparti. Lui, il est en train de travailler un autre projet qui est plus opérationnel, mais il est responsable du contrôle de gestion. Il est en train de faire un projet vraiment lean manufacturing dans l'usine et de travailler sur la performance d'une ligne de production avec le management local.
il va le représenter. Mais on lui dit, ok, bon, bah, tu t'es loupé là-dessus. C'est un peu de la faute de tout le monde parce qu'on ne t'a pas suffisamment aidé dans le choix du projet. Mais c'était au tout début, hein, c'était le premier groupe, donc on découvrait un peu la méthode. Donc, c'est une responsabilité partagée. L'échec est une responsabilité partagée entre l'entreprise et lui. Du coup, on le représente et il n'y a pas d'état d'âme. Il représentera et je suis certain qu'il le validera la deuxième fois parce que du coup, je le suis d'un peu plus près et je vois que ça se passe très bien, quoi. Il répondra aux critères. Donc voilà, donc l'objectif, c'est 100% de réussite. Et les gens représenteront tant qu'ils auront réussi, à part les quelques cas particuliers que j'évoquais tout à l'heure. Excusez-moi, parce que dans le chat, je vois qu'il y a des questions très intéressantes et que je voudrais avoir le temps de les évoquer. J'allais prendre en compte justement, oui, je proposais de soulever celle du coût de la certification déjà, qui est une question très binaire. Je pense que c'est sans doute c'est 200 000 euros. Nous donner une réponse. Je laisse Madame Michaud répondre. Ça, c'est plus la grille tarifaire de l'AFNOR. C'est une question pour moi? Oui, j'étais en train de lire les questions. Alors, le coût de la certification, c'est 800 € pour tout le process. Okay, voilà. Donc, en fait, ça va de la partie EQCM jusqu'à la partie soutenance. Il y a des questions, effectivement, qui sont assez intéressantes. Là, comment mettre en avant… Alors, je complète, excusez-moi, Madame Michaud, je complète sur l'aspect coût. Si vous décidez d'engager une campagne de formation préalable, il faut rajouter le coût de la formation. C'est ça, oui, tout à fait. Ce qui a été notre choix. Mais effectivement, si vous présentez des candidats en disant bah, « Tiens, toi, tu fais déjà du Lean depuis longtemps, ça nous intéresse que tu acquières cette compétence. » Tu te présentes comme ça, la fleur au fusil, entre guillemets, mais on a confiance parce que tu sais déjà faire. Là, effectivement, c'est ce coup-là. Et une question un peu proche qui est sur l'impact sur la gestion de carrière. Enfin, il y a deux questions associées à celle-là. Il y a l'impact sur la gestion de carrière et l'impact sur la difficulté de développer la culture Lean. Que peut apporter la certification pour le développement d'une culture Lean auprès du management? Sur la gestion de carrière, je vois la personne qui a posé la question, est-ce que la certification est un élément constitutif de l'évolution de carrière? Ça veut dire, est-ce que les gens qui l'obtiennent ont une promotion? Donc ça dépend évidemment de l'intention de la direction de l'entreprise. Chez Andros, nous n'avons pas fait ce choix-là. Je vous disais en préambule, l'entreprise n'est pas très centralisée, donc nos processus RH ne sont pas très structurés au sens unique pour tout le monde. On a d'ailleurs, par exemple, plusieurs conventions collectives à gérer, hein, celle du fruit, celle du lait, etc. Donc, ce n'est pas simple. Pour l'instant, la démarche n'est peut-être pas encore suffisamment connue pour que quelqu'un actionne au niveau des RH du groupe un levier, une manette en disant bah, « Tiens, ça serait intéressant d'en faire un élément constitutif de l'évolution de carrière de notre encadrement. » Moi, j'ai ça en tête, en vision, quand je me projette en vision un peu idéale, en disant « Un jour, il faudra qu'on y arrive. » Je voudrais aussi qu'un jour, on dise la certification Green Belt est un passage obligé pour tous les ingénieurs qui rentrent dans l'entreprise. Et comme un parcours de carrière. Et que, idéalement, alors je rêve pour l'instant un peu tout seul, mais ça va finir par aboutir. Un jour, on dira, et ça c'est mon souhait le plus cher, qu'on ne peut pas devenir directeur d'usine si on n'a pas été un jour certifié Green Belt quelque part dans sa carrière chez Andros. Pour ceux qui grandissent dans l'entreprise, évidemment, puisque c'est une entreprise familiale et historique, donc on a encore beaucoup de gens qui grandissent dans l'entreprise. Ceux qui arrivent de l'extérieur, évidemment, la question est différente, se posera différemment. Alors peut-être pour compléter, en fait, généralement, quand ça dépend qui demande la certification. Hein, pour compléter la réponse, lorsqu'on est, moi j'ai déjà vu hein, dans des demandes de certification qui se font via les services RH. La certification est un moyen de valoriser et d'accéder à un poste et permet aussi d'avoir une promotion. Moi, j'ai déjà vu ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez une personne qui n'a pas forcément le niveau diplôme attendu pour passer à un poste de management. Et donc, au travers de la certification, eh bien, ça permet d'avoir une distinction et donc d'accéder à un poste de management. Je l'ai vu, ça se fait. Et puis la question sur l'impact de la certification sur la culture des managers. Alors,
c'est une question clé, évidemment. C'est sûr qu'une entreprise, c'est un peu le sens que je comprends dans la question, une entreprise déjà avancée en maturité lean, on pourrait le dire comme ça, pourrait se dire la certification ne va rien apporter de plus pour notre management, qui est déjà convaincu, qui est déjà acteur, qui est déjà sponsor, etc. On peut ajouter quand même l'intérêt d'un regard extérieur. C'est Madame Michaud l'a rappelé en introduction, hein, c'est important, c'est intéressant d'avoir quand même de temps en temps un audit en fait par des gens de l'extérieur qui viennent confirmer que ce que l'entreprise fait va dans la bonne direction ou que le niveau d'exigence n'est pas tout à fait au point, qui peut être renforcé ici ou là. Voilà, donc ça peut être quelque chose d'intéressant, mais on peut s'en passer évidemment. Hein. On peut faire un programme ligne complet sans certification extérieure. On rajoute juste un élément que moi je trouve important, d'une validation par une autorité reconnue en quelque sorte, extérieure à l'entreprise, donc qui ne peut pas être accusé d'être jugé parti ou d'être trop sympa ou trop exigeante, etc. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et alors les entreprises de la tierce partie. Voilà. Et pour les entreprises qui sont relativement au début d'une démarche lean, donc où la culture n'est pas du tout ancrée, là pour le coup, je vous ai exposé, c'est le cas d'Androst, c'est vraiment intéressant d'avoir une certification parce que ça permet de bousculer les habitudes et de faire monter dans le train ou tomber dans la piscine, l'image qui vous plaît le plus, le top management. Sinon, ils regardent un peu de loin parce qu'en disant, oui, mais c'est des outils qui sont faits pour les usines, c'est pour avoir un peu de performance sur les lignes de prod et puis ça s'arrête là. Alors que le lean, si vous avez commencé une démarche ou si vous avez suivi les webinaires précédents, vous savez que c'est beaucoup plus que ça. C'est un programme complet et qui n'est pas efficace si on n'en fait pas un programme complet porté sur le long terme. Sinon, on s'épuise et on fait des coups à court terme. Ça peut rapporter, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est épuisant parce que ça demande au management de le porter sur ses épaules à 100%, alors qu'une vraie démarche lean est complètement partagée avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et c'est beaucoup plus facile pour la pérenniser. Et puis, c'est fédérateur. Et c'est fédérateur, bien sûr. Alors, il y avait encore quelques questions dans le peu de temps qui nous reste. Parce que je sais que vous aviez en plus des contraintes horaires. Alors, pour l'inscription à l'examen, le projet à présenter peut-il être sur les mois précédents? Donc, globalement, il est sur l'année, si j'ai bien compris le principe, mais corrigez-moi si je me trompe. Quelle est la périodicité des renouvellements? C'est tous les 3 ans? Tous les 3 ans. C'est bien ça? Ça. Je complète, je réponds un petit point sur la question d'avant, excusez-moi. Ça nous est arrivé d'avoir des gens qui se présentent à la candidature qui disent moi j'avais déjà engagé un projet, est-ce que je peux le présenter? C'est possible. Enfin, l'AFNOR n'a pas d'exigence particulière là-dessus, c'est à l'entreprise de choisir les projets. En revanche, si le projet est vraiment très avancé et déjà en phase de conclusion, c'est un peu difficile parce qu'il faut un peu le reprendre depuis le début pour rajouter la dimension d'EMAIC, qui est le processus de travail. Si c'est proche, alors ça nous est arrivé, il y a des gens qui avaient déjà un projet dans les tuyaux et on a dit ok, c'est pas très compliqué de le rebaptiser d'EMAIC projet Greenbelt et ça a marché. Mais il y en a d'autres, j'en ai en tête par exemple, où je pense que ça serait difficile. Et là, on est en train de discuter avec la personne en disant écoute, c'est une personne qui est potentiellement dans le prochain groupe. Et elle m'a posé la question et je lui ai dit écoute, ton projet il est déjà en train d'être quasiment terminé, donc tu vas être obligé de le détricoter pour recommencer. En particulier, il y a une dimension travail de groupe sur des jours bloqués qui est vraiment pour montrer la dimension change management et conduite de groupe qui n'a pas été faite comme ça. Donc, il ne va pas revoir les gens pour leur dire on va refaire le travail en se mettant en groupe pour ça. Enfin, je veux dire, là, c'est trop tard. Il faudra que tu en trouves un autre. Ouais, il faut s'assurer en fait que ça répond aux 2 ou 3 critères qu'on a fixés. Voilà. Et en plus, pendant la formation, il y a une montée en maturité qui fait comprendre aux candidats ce qu'est un vrai projet Greenbelt. Et le formateur est assez très bon là-dessus pour les sensibiliser. La formation est découpée en 2 sessions. Et entre les deux, il demande aux candidats de réfléchir et de revenir avec une idée de projet pour la fois d'après. Et ils en parlent, ils débriefent et ils assurent un peu un suivi dans la préparation et le choix du projet. Donc, si le projet est déjà ficelé ou déjà choisi, c'est un peu dommage. Quelquefois, il peut tomber à côté de la plaque. Bon, mais ça se gère au cas par cas. Merci beaucoup, mais je revenais sur les contraintes horaires que certains d'entre vous ont, que je vais tenter de respecter. Donc, je vous propose juste de conclure sur 2 questions, un sur la durée de la formation et l'autre sur des rituels de communication, si vous aviez 2 exemples, avant de pouvoir conclure.
Alors, la formation, c'est 56 heures, si mes souvenirs sont bons. Vous avez ces éléments-là qui sont accessibles sur notre site Internet en téléchargement. Après, c'est chaque entreprise, c'est le minimum qu'on demande, et chaque entreprise peut avoir son propre voilà, programme de formation. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir tous les outils, hein, ça c'est important. Nous sommes sur un format de 2 fois une semaine. Et quand j'ai une semaine, en fait, c'est 4 jours, parce que c'est du lundi midi au vendredi midi, du lundi 14h au vendredi midi, pour laisser le temps de trajet. Parce qu'on a une formule un peu atypique peut-être, hein, qui est la formule intra-entreprise, donc il n'y a que des gens d'Andros, mais on fait venir des gens de plusieurs usines, donc on change d'usine entre les deux formations, pour que les gens puissent, à l'occasion, en profiter pour aller voir les usines qu'ils ne connaissent pas forcément et de créer du lien dans la communauté Greenbelt qui est en train de se créer petit à petit comme ça. Moi, ce que Merci bien. j'observe… Et donc, le rituel de communication, oui, je vous en prie. Juste parce que ça c'est important, le critère formation, ça fait partie des prérequis pour se présenter. En fait, ce que j'observe, c'est justement un parcours formation qui soit étalé dans le temps avec des pauses. Donc là, vous avez choisi 2 fois 4 jours. Et en fait, ça permet justement de faire des travaux intercession et de mettre en application les grands principes qui sont vus en formation. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et rituel de communication, donc pour terminer là-dessus, parce que je crois que c'est ce que j'évoquais dans le petit témoignage d'un des projets. Rituel de communication, c'est un élément basique de la démarche Lean. On appelle ça les bonnes pratiques de supervision. Et c'est un enchaînement de rituels quotidiens en cascade depuis un top 5 minutes en début d'équipe entre un chef d'équipe et ses opérateurs, un top 15 qui est le responsable de production avec ses chefs d'équipe, un top 30 qui est le comité de direction de l'usine avec les responsables de production et les responsables de service. Et ces rituels permettent tous les jours de partager les indicateurs de performance de l'entreprise en sécurité, en qualité et en performance, productivité, activité, et puis d'échanger sur les problèmes du jour et d'avoir de premières boucles courtes de résolution de problèmes en disant il y a des sujets qu'il faut traiter dans les 24 heures. Et donc, ce rituel permet tous les jours de balayer la résolution de problèmes sur la remontée du terrain et ce que l'on peut traiter en cycle court. Donc, c'est très structuré, c'est standardisé. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Désolé de Merci à vous. cette conclusion qui doit quand même intervenir à un moment ou à un autre, mais je pense que le sujet a amené sans doute une session bien plus longue. Mais je vais donc juste passer la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du projet pour la conclusion de ce webinaire. On vous remercie encore pour vos témoignages et explications. Eh bien, merci à tout le monde. Et effectivement, le flot de questions était un bon indicateur de l'intérêt que tout le monde portait au sujet et à la présentation que Madame Michaud et Monsieur Achat en ont fait. Merci donc à tout le monde. Je vous donne à tous rendez-vous pour la rentrée puisque nous sommes sur le dernier web du semestre. Vous pouvez, à propos du web d'aujourd'hui, en demander l'enregistrement grâce au questionnaire d'évaluation qui va vous être envoyé et dans lequel vous pouvez effectivement demander à recevoir l'enregistrement de ce web. Si vous voulez recevoir les enregistrements des précédents web, envoyez-nous un mail complémentairement. Ben voilà. Je vous remercie tous de votre participation pour cette saison du programme Entraide 6 de la FQP PACA et je vous donne rendez-vous après un bel été à tous à la rentrée. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Très bel été. Au revoir.